Selon une récente étude de l'Obsoco, les deux premiers critères de choix du magasin où est réalisé le plus gros des courses alimentaires sont, d'une part, la proximité ou l'accessibilité et, d'autre part, les prix bas. Et ça, loin devant les autres critères de fréquentation testés dans l'enquête. Ce résultat n'est pas vraiment un scoop. Il vient confirmer ce qui a été observé dans des enquêtes antérieures depuis déjà très longtemps. Comment l'interpréter ? Tout d'abord, rappelons-nous que réaliser des courses alimentaires implique des fréquences de visite dans les points de vente élevées qui sont plutôt vécues par une majorité de consommateurs comme une corvée. Dans ces conditions, on ne s'étonne pas qu'on aille au plus proche. Par ailleurs, pour la plupart des consommateurs, c'est le magasin où l'on dépense le plus d'argent. Et donc c'est une incitation à aller au moins cher. C'est particulièrement vrai en période de tension sur le pouvoir d'achat, alors que, comme le révélait une enquête Ipsos récente, un Français sur deux déclare compter à 5 € près lorsqu'il fait ses courses alimentaires. Mais ce résultat témoigne aussi d'une faible implication des Français à l'égard des achats alimentaires, qui est à rapprocher au fait que les dépenses alimentaires sont devenues une variable d'ajustement lorsqu'il s'agit de dégager des marges de manœuvre budgétaires face à la montée des dépenses contraintes et à la volonté de préserver les dépenses plaisir. Mais le primat qui est donné à la proximité et au prix est selon nous surtout l'indice d'une très faible différenciation des enseignes. Avec la densification continue de l'appareil commercial, avec la multiplication des magasins, les Français sont de plus en plus nombreux à disposer à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail, ou sur leur parcours de mobilité, de magasins de plusieurs enseignes concurrentes, ce qui devrait réduire le poids du critère de la proximité. Mais pourquoi allonger le temps de déplacement, même légèrement, si c'est pour retrouver ailleurs ce que l'on peut avoir plus près ? Les consommateurs sont prêts à parcourir des distances importantes pour fréquenter des magasins dont l'offre leur paraît unique, comme en témoigne par exemple l'étendue de la zone de chalandise des magasins Ikea. D'autre côté, l'importance accordée au prix peut s'interpréter de la même manière. Pourquoi payer plus cher une prestation perçue comme globalement équivalente que l'on pourrait obtenir à meilleur compte ailleurs ? En creux, cette persistance du primat de la proximité et du prix témoigne donc du peu d'efficacité des stratégies de différenciation que les enseignes ont pourtant tenté de mettre en place depuis plusieurs années. Pourquoi ? Fondamentalement, parce qu'elles restent dans l'ensemble prisonnières de leur modèle originel. Vendre en masse les produits des fournisseurs au meilleur prix. C'est donc peu ou prou les mêmes produits que les clients peuvent trouver dans les différentes enseignes, vendus de surcroît selon des formules de vente qui sont très similaires. L'argument du prix bas pouvait susciter une mobilité importante des consommateurs lorsque la concurrence opposait des grandes surfaces encore peu nombreuses à un commerce artisanal pratiquant des prix élevés. Aujourd'hui, alors que la grande distribution sous toutes ses formes domine largement le commerce alimentaire et que l'ensemble des concurrents appliquent peu ou prou le même modèle économique, les écarts de prix sont modestes et finalement les consommateurs sont nombreux à arbitrer parmi les enseignes qui leur sont facilement accessibles sur la base des promotions du moment, ce qui explique largement que les consommateurs fréquentent en moyenne un peu plus de 5 enseignes. Ils zappent d'une manière opportuniste. Quels sont les effets de ce modèle ? Chaque distributeur continue d'ouvrir des magasins afin de densifier son réseau de manière à se placer quelque part sur la route qui sépare le consommateur de l'enseigne concurrente afin de lui apparaître comme l'enseigne la plus proche. On continue de mettre en avant le prix bas, au risque, comme on le voit en ce moment, de déclencher une guerre des prix. Et on entretient une surenchère promotionnelle qui brouille la perception que les consommateurs ont du juste prix. Tout cela risque de favoriser la création de surcapacités commerciales et d'activer une concurrence par les prix dévastatrice pour la rentabilité, alors même que la croissance aujourd'hui est en berne. Certes, de gros efforts ont été consentis pour embellir les magasins, pour en faire des lieux plus agréables et améliorer et étendre la palette des services proposés aux clients, voire développer des gammes de MDD, marques de distributeurs, porteurs d'éléments de différenciation. Mais les petites innovations réalisées en la matière sont facilement imitables. Et dès qu'une enseigne découvre ou déploie un facteur d'amélioration qui pourrait la différencier, elle est rapidement imitée par ses concurrents et les compteurs sont remis à zéro. Cette introuvable différenciation est-elle une fatalité ? Oui, si les distributeurs restent arc-boutés sur le modèle des origines qui s'appuie fondamentalement sur une conception du commerce comme distribution de masse.
Il leur suffirait pourtant d'étudier avec attention ce qui fonde le succès de certains de leurs fournisseurs qui ont réussi à se différencier durablement. La différenciation renvoie à des modèles économiques spécifiques tant au plan de la proposition de valeur qu'à celui du back-office. Sur le plan de la proposition de valeur, c'est une tautologie, la différenciation consiste à mettre en avant une offre différente qui est susceptible de capter la préférence d'une partie de la clientèle. Face à l'hétérogénéité des consommateurs et de leurs attentes, la différenciation implique donc la segmentation. Il ne s'agit pas de plaire un peu à tout le monde, mais de plaire beaucoup à certains. Et donc pour cela, il faut négocier le passage d'une distribution de masse à un commerce de précision qui consiste à élaborer et mettre en œuvre des concepts commerciaux qui ciblent avec précision la spécificité des attentes de certaines catégories de clients. Donc accepter de déplaire et de perdre une partie de la clientèle afin de mieux capter et de fidéliser le cœur de cible. La différenciation de la proposition de valeur se joue en premier lieu sur des facteurs objectifs, l'offre de produits différents, des services inédits. Mais la différenciation de la proposition de valeur se joue aussi sur la dimension symbolique et immatérielle de l'offre, ce qui implique que l'enseigne soit une véritable marque, une marque qui véhicule un imaginaire, des symboles qui défendent des valeurs. Cela implique l'adoption de partis pris forts qui imprègnent toutes les composantes de l'offre. Là aussi, cela suppose d'accepter de se départir d'un positionnement holistique, de renoncer donc à vouloir capter toutes les catégories de clients pour se concentrer sur une cible homogène, sensible aux mêmes immatériels de consommation. Sur le plan du back-office, on sait qu'une différenciation durable ne peut être obtenue que d'une proposition de valeur qui repose sur la mobilisation de compétences difficilement imitables. Par exemple, des compétences dans la conception de produits innovants répondant aux attentes de la cible, des compétences marketing pour fonder la dimension immatérielle de la marque enseigne qui recouvrira ces produits innovants, des compétences également dans la gestion des hommes afin qu'ils contribuent à faire vivre aux clients dans le point de vente une expérience singulière. Bref, là aussi, un changement de modèle, fonder la compétitivité non plus sur la taille et la course à la puissance, mais sur la capacité à générer en interne des compétences spécifiques et difficilement imitables. Vaste chantier qui suppose une réforme profonde de l'organisation des entreprises de distribution, avec en particulier une montée en compétences en matière de marketing. Récapitulons. La différenciation des enseignes de la grande distribution alimentaire implique un changement de modèle économique au travers d'une véritable orientation client et l'entrée de plain-pied dans l'économie de la connaissance. Dès lors, la différenciation des enseignes ne reposera plus sur l'agressivité promotionnelle et mise en place de programmes de fidélisation qui reviennent pour l'essentiel à distribuer des avantages monétaires, mais sur une véritable capacité à se rendre unique par la pertinence de positionnement profondément ancrée dans les compétences distinctives de l'entreprise.